Donc ce soir, on a choisi de traiter d'un sujet et d'un pays dont on ne parle pas beaucoup. On a eu il y a 2 jours, pour ceux qui ont suivi nos actualités, on était avec le Yémen et on avait appelé ça la guerre oubliée. Mais quand même, on en parle pas mal du Yémen. Mais le Soudan est un peu aussi un pays quelquefois oublié, alors que c'est quand même un acteur important et où il se passe beaucoup de choses. Et donc, on a invité deux spécialistes, Raphaël Chevrillon-Guilbert, qui est à ma gauche, et qui est une spécialiste du Soudan et qui travaille surtout sur les questions économiques. Et donc, on verra plus particulièrement les enjeux économiques dans le Soudan et pas simplement la situation politique. Et puis Alice Franck, qui revient du Soudan, on peut dire ça comme ça, où elle a séjourné un certain nombre d'années au CEDEJ de Khartoum, et qui va nous parler de la situation globale, pas simplement la situation politique. C'est nous qui avons fait un titre un peu trop restreint, un peu trop étriqué. Donc on va parler du Soudan, alors avec, comme d'habitude, une intervention de, vous avez dit 2-3 heures, vous vouliez parler, c'est ça, et vous 4-5 heures. Et donc, à partir de minuit, on pourra avoir un débat tranquille. Donc, disons jusqu'à 19h15, on peut avoir vos interventions. Et ensuite, eh bien, on ouvre le débat. Voilà, Alice, à vous le micro. Merci, bonsoir. Alors, oui, le premier point, c'est peut-être de dire que on va aborder la situation politique, mais que ça ne va pas être complètement au centre de mon intervention, et que je voulais peut-être vous présenter quelque chose d'un peu plus englobant dans un premier temps, et revenir sur quelque chose qu'on pourrait appeler la situation actuelle au Soudan, ou plutôt en insistant plus particulièrement sur la situation du côté du Soudan du Nord, 5 ans, voire presque 6 ans après la séparation du Soudan du Sud. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais revenir. Et puis s'il me reste un peu de temps, je rentrerai éventuellement un peu plus dans les détails de mon dernier travail de terrain à Khartoum, qui focalisait plus particulièrement sur les populations sud-soudanaises résidant au nord à Khartoum. Donc vous me coupez si je suis trop longue. Voilà, bon, au passage, je vais faire un peu de pub, une fois n'est pas coutume, mais c'est le dernier numéro d'EMA, Égypte Monde Arabe, du CEDEJ, qui vient de sortir, et consacré au Soudan, et à ce sujet, il a été coordonné par moi et Elena Vezzadini. Donc, il s'intéresse à cette question du Soudan après la séparation du Soudan du Sud. À la base de ce projet de publication, il y avait 2 idées, on va dire. L'idée de fédérer un certain nombre de chercheurs autour de ce thème qui était finalement assez fédérateur et englobant. Et puis l'idée aussi de revenir sur un événement qui a attiré énormément d'intérêt médiatique, diplomatique, humanitaire, qui a attiré énormément d'intérêt, mais plutôt du côté du sud du Soudan, plutôt que du côté du nord, où on s'est concentré finalement sur la naissance d'un nouvel État, sur les fragilités de ce nouvel État, dont on voit bien aujourd'hui qu'elles étaient réelles. Mais finalement, on est peu revenu sur le fait que d'être amputé d'un tiers de son territoire, ça a énormément affecté le Soudan aussi, et que finalement, vous aviez deux pays qui avaient à relever des défis gigantesques de part et d'autre de cette nouvelle frontière. Donc, pour revenir un peu, brosser ce portrait des défis qui avaient à relever, il y a bien sûr des défis sur le plan politique et institutionnel, refondre les anciennes structures bureaucratiques, en créer de nouvelles, repositionner le pays à l'échelle régionale, à l'échelle internationale. Sur le plan économique, un défi énorme devant la perte de la plupart de la rente pétrolière, et finalement se tourner éventuellement vers d'autres secteurs économiques. Et ce point-là sera développé plus particulièrement par Raphaël tout à l'heure. Sur le plan spatial, avec une refonte du territoire,
On voit apparaître de nouvelles régions, divisions régionales. Le Darfour est maintenant 5 provinces, le Kordofan 3, qui ne sont pas les mêmes, etc. La perte d'un territoire. Et un ami soudanais me disait, tu ne peux pas savoir ce que c'est de voir afficher partout ces nouvelles cartes du Soudan qui ne sont pas celles avec lesquelles j'ai grandi. Et effectivement, il y a quelque chose du côté du Nord-Soudan, d'une amputation, en fait, quelque part, de votre pays. Sur le plan aussi démographique, ça a été un événement considérable puisqu'il y avait la question du retour des populations sud-soudanaises au Sud-Soudan, qui était estimée à, on va dire, au moins 1 million pour la capitale soudanaise, mais voire plusieurs millions dans le nord du Soudan. Donc la question du départ de millions de personnes vers le sud du Soudan. Et aujourd'hui, avec les conflits qui ont repris très rapidement, en fait, dans le sud du pays, leur retour à Khartoum ou dans le nord du Soudan, leur réapparition en quelque sorte, mais sous une nouvelle forme, une nouvelle catégorie, c'est-à-dire des gens qui seraient des réfugiés apatrides et dont on reparlera finalement éventuellement de ces nouveautés, de ces changements, de ces transformations dans la citoyenneté soudanaise. Et sur le plan juridique, effectivement, les lois de la nationalité, le fait de séparer le Soudan du Nord et le Soudan du Sud va avoir un certain nombre d'impacts dans les lois de la nationalité sud-soudanaise, mais également soudanaise. Donc il s'agit de répercussions finalement capitales pour l'ensemble, qui vont toucher l'ensemble de la société soudanaise. Et ce numéro, il proposait d'aborder un certain nombre de ces transformations actuelles. Donc voilà. L'autre, peut-être le petit point sur lequel je voudrais insister, c'est que alors que du côté du Sud, finalement, vous aviez un élan, au moins au moment de l'indépendance, un espèce d'élan, c'était une victoire. D'être indépendant, de faire l'exercice du pouvoir, d'être libre, d'être séparé de ses vieux ennemis. Du côté du Nord, la situation les choses étaient beaucoup plus ambivalentes finalement. Et on va y revenir. Donc, du coup, quand on a lancé cette idée de voir ça ressemble à quoi finalement, quoi de neuf du côté du Soudan du Nord depuis la séparation du Sud, on s'est dit que peut-être, puisqu'on voulait travailler à la fois sur les représentations, ça veut dire quoi en termes d'image du Soudan, on a lancé un concours photo sur le Soudan post-indépendance du Soudan du Sud. Alors, c'est pas facile en fait de représenter un pays après l'indépendance du Sud. On a reçu un certain nombre de clichés, une dizaine, et bon, je vous ai pris ceux qui ont été classés. Et finalement, c'est pas tant les clichés, ça va permettre de rentrer, de faire une entrée en matière. C'est aussi tout le débat qu'il y a eu dans le jury. Alors, il n'y avait pas un jury extrêmement important, je vous rassure. Il y avait on va dire une dizaine de personnes, mais c'était un jury franco-soudanais, 5 Français, 5 Soudanais. Et par contre, il y a eu des débats assez terribles sur les photos qui allaient arriver en premier, puisqu'elles devaient faire la couverture du numéro. Donc, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer les 5 photos qui ont été classées première, deuxième, troisième et quatrième ex aequo. Et alors bon, ça c'est le premier prix, mais alors voilà, je vais revenir peut-être sur celle-là. En fait, on a eu un cliché d'un photographe professionnel. Donc c'était le plus beau, la plus belle photo, on va dire, sur le plan esthétique. Donc c'est Claudie Vernet qui a fait un travail très long au Soudan et notamment au Darfour, sur tout ce qui est la piste des 40 jours, et qui a eu le prix Cartier-Bresson et que vous allez pouvoir aller voir en mai. Finalement, en fait, je fais souvent de la pub. Vous allez pouvoir aller voir en mai à la Fondation Cartier. Donc, il nous a envoyé cette photo. On était très fiers. Mais c'est une manifestation donc, pour le Nouveau Soudan qui a eu lieu en fait en 2005. Donc, c'est la période après la signature de l'accord de paix,
où le Soudan on rentrait avant, dans cette période transitoire, avant la sécession, cette période transitoire de 6 ans, pendant lesquelles les politiques étaient censées, du Nord et du Sud, de rendre l'unité attractive. Donc c'est une manifestation qui a lieu à Port-Soudan, pour le Nouveau-Soudan, qui marque cette période un peu d'élan pour les perspectives du Soudan, d'élan pour la paix, qu'il y a eu aussi bien au Nord qu'au Sud. Et finalement, le jury qui a vu cette photo a dit qu'elle est hors sujet, puisqu'elle est en 2005 et qu'on n'est plus du tout dans la même atmosphère. Au contraire, en 2011, on est plutôt dans une atmosphère de déception généralisée. Et c'est finalement ce qu'exprime assez bien cette photo qui représente en fait une affiche électorale de Béchir de 2010, donc avant la partition du pays, où on peut encore voir le mot salam qui a été probablement déchiré. Et puis, du coup, voilà, c'est une photo qui est restée, une affiche qui s'est déchirée, mais qui exprime peut-être cette lassitude et ce sentiment de déception généralisée après la sécession. Donc c'est le premier prix. Alors après, il y a eu des débats assez houleux sur le quatrième, les 2 quatrièmes prix. Alors, bon, il y a ma photo. Moi, j'étais sûre de gagner, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ça n'a pas marché comme voulu. Ouais, non, mais finalement, voilà, ça n'a pas marché comme prévu. Donc, une photo qui exprime les difficultés économiques du Soudan, finalement, et de la rente pétrolière après la partition. Alors, le problème sur ces 2 clichés, ça a finalement été les Soudanais ont trouvé que ces 2 images, étaient particulièrement dégradantes pour l'image du Soudan, et ils étaient hors de question pour toute la partie du jury soudanais. C'est complètement opposé à ce que ces images soient publiées et représentatives de leur pays. Alors, pour la petite histoire, donc moi, j'avais fait le concours pour le gagner, donc je me souvenais que j'avais fait un entretien avec un fonctionnaire et j'étais rentrée dans son bureau, et derrière son bureau, il y avait une carte du Soudan qu'on voit mal là, qui était énorme et dont il avait peint toute la partie sud en noir. Donc je me suis dit, pour représenter le Soudan après 2011, c'est parfait, je vais revenir dans le bureau de ce fonctionnaire, je vais prendre ma photo et voilà, ça va être clair. Et donc non seulement j'ai mis pas mal de temps à retrouver le bureau du fonctionnaire, mais quand je suis arrivée, en fait, son bureau avait été lui aussi partitionné en 2 pour des problèmes de moukeif, d'aération. Donc il n'arrivait pas à avoir suffisamment de clim dans son grand bureau. Et donc finalement, il a coupé en 2 son bureau. Et finalement, la carte qui était derrière son bureau s'est retrouvée en fait dans un placard à balai. Donc j'ai eu beau le supplier de la raccrocher derrière son bureau juste pour la photo et pour gagner mon concours, hein. Il a tout à fait refusé. Et donc, j'ai échoué. L'angle était difficile. On voit même plus que c'est une carte du Soudan. Donc, voilà. Du coup, la photo était devenue dégradante et il en fut ainsi. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la partie soudanaise du jury a préféré mettre en 3e prix ce dessin qui représente finalement un homme malade d'être séparé en 2. Mais cet homme malade, il est très clairement, on va dire, caricaturé entre un côté arabe, Angela Bia, et un côté africain, de l'autre côté. Donc, quelque chose d'assez... qui apparaissait comme très caricatural pour la partie française du jury. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, la construction des catégories arabes, africains, c'est aussi le lien de la plupart des papiers qui ont été envoyés à l'occasion de ce numéro. Donc, comment se construisent ces catégories, comment déconstruire ces catégories. C'est un peu ce lien, le lien qui unit toutes les publications qui sont dans ce numéro. Mais au-delà de ça,
finalement, cette vision très dichotomie, cette dichotomie très forte qu'on retrouve dans les médias au sujet du Soudan, au sujet notamment du conflit Nord-Sud, qui est très souvent, bien souvent, présenté comme un conflit entre arabes et africains ou entre chrétiens et musulmans. C'est aussi cette vision qui est souvent nuancée par les chercheurs qui ont présenté plutôt les choses comme un rapport centre-périphérie, des décennies de marginalisation des régions périphériques. Mais on retrouve aussi chez les chercheurs, on va dire, ce langage ethno-racial, et c'est quelque chose qui est très présent sur les discours autour du Soudan. C'est également quelque chose qui est présent qui sous-tend, on va dire, cette idée de la séparation du Sud comme une solution au problème du Soudan. C'est-à-dire l'idée, finalement, on va avoir deux entités plus homogènes qui vont aller bien mieux comme ça. Et ce discours simpliste, il va aussi venir appuyer la communauté internationale et autres sur cette séparation du Soudan. Alors bien sûr, les choses sont évidemment plus complexes. Les conflits, d'autre part, les conflits n'ont pas cessé, on va y revenir. Mais voilà. Donc je voudrais qu'on revienne là-dessus. Donc le 9 juillet 2011, le Soudan accède officiellement à l'indépendance à l'issue d'un processus de paix qui a été acté en 2005 et conformément aux résultats du référendum de janvier 2011. Juste pour montrer que la complexité, elle est vraiment dans tous les domaines. Si on regarde le référendum, la victoire... Alors j'ai le chiffre, la victoire de la sécession, enfin de la séparation, c'est 98,83% des Soudanais enregistrés sur les listes qui vont voter pour l'indépendance du Sud. Donc c'est une victoire écrasante. Mais si on regarde un peu plus loin, c'est-à-dire que si on essaye de décrypter ce résultat, en fait, derrière l'écrasante victoire se cache une plus grande complexité. D'abord, cette complexité, elle vient du fait que seulement une minorité de personnes originaires du Sud, mais résidentes au Nord, s'est enregistrée et a voté. Pour l'ensemble du Nord-Soudan, c'est moins de 70 000 personnes, alors que cette population était estimée à plusieurs millions. Et puis, ou même si on limite à 1,5 million, et même si on se dit que les retours avaient déjà commencé. Et puis, si on regarde sur la région de Khartoum, si on prend la ville de Khartoum et les gens qui ont voté à Khartoum, unité ou séparation, on voit que sur Khartoum, la séparation remporte seulement à 52,3% des votes. Donc finalement, quelque chose de beaucoup plus contrasté. Mais bien sûr, c'est seulement avec 9 258 votes valables, ce qui est ridicule par rapport à la population sud-soudanaise résidant au nord. Donc voilà pour illustrer un peu peut-être cette complexité. Donc malgré tout, ça pose la question en fait de la configuration identitaire du Soudan et de cette idée qu'on aurait un Soudan du Nord aujourd'hui plus homogène. Et de ce point de vue-là, peut-être l'indépendance du Sud aurait pu finalement être un avantage ou être tournée par le gouvernement comme un avantage, malgré les prévisibles difficultés économiques liées à la perte du pétrole. Mais peut-être, effectivement, si on regarde, le gouvernement aurait pu ainsi éliminer ses ennemis historiques, d'autant plus que la branche nord, il commençait à y avoir des rivalités, on va dire, au sein de toutes les périphéries. Donc, elle pouvait en tirer profit sur le plan politique. Et puis, ça lui offrait la possibilité de gouverner un territoire, à première vue, plus homogène du point de vue de sa population. Alors, j'ai trouvé assez extraordinaire. C'est Elena Vezzanini qui a recueilli ce témoignage, que de manière emblématique, en fait, le jour de l'indépendance du Soudan du Sud, les citoyens de la République du Soudan recevaient du gouvernement un SMS qui disait, alors ouvrez les guillemets, nom de l'État, : République du Soudan, dimension,
1 882 000 km². Nombre d'habitants, 33 419 625. Pourcentage de musulmans, 96,7%. Monnaie nationale, Guinée. De cette manière, l'État signifiait à ses citoyens que la reconfiguration territoriale impliquait aussi une reconfiguration de l'identité nationale, un pays plus petit, un moins grand nombre d'habitants, mais où l'écrasante majorité était musulmane. Dans la perspective d'un État islamique qui s'était donné comme mission d'islamiser la société, la séparation, en ce sens, pouvait apparaître comme une réussite. Bon, finalement, les conflits n'ont pas cessé et après 2011, loin de marquer le début d'une période de paix, on va au contraire avoir une multiplication des conflits, non seulement du côté du sud, mais également du côté du nord, dans plusieurs régions. Bon, au Darfour, où les affrontements se sont poursuivis, dans la région du Nil bleu, où une guérilla a éclaté, et dans les monts Nouba, où la guérilla fait de nouveau rage. Dans l'ensemble, le gouvernement a répondu à ces troubles par la force, comme d'habitude, on pourrait dire, bombardement, armement de milices, et tout ça est venu renforcer un durcissement de l'autoritarisme de l'État. Comme preuve, on pourrait prendre le fait que c'est de plus en plus difficile pour les travailleurs humanitaires d'accéder aux régions en conflit. Ça s'est beaucoup durci de ce point de vue-là. Et puis, qu'il y a une multiplication des services de sécurité, une augmentation des mesures et des réponses répressives, qu'on a pu aussi observer lors des manifestations contre la vie chère en 2012, mais plus encore en septembre 2013, qui ont été réprimées violemment. Donc l'impression générale, c'est finalement celle d'un État qui est fragilisé, redevenu plus répressif qu'avant la dépendance du Sud, et après les années d'ouverture qu'ont constitué cette décennie pétrolière, un peu les années, on va dire, 2000-2010. Donc, voilà, plus répressif. Le gouvernement, finalement, arrive à se maintenir au pouvoir sans pour autant contrôler ses territoires périphériques, et ça a toujours été un peu le problème, et sans créer d'espace d'ouverture politique. Et puis, l'économie en berne, l'effondrement de la monnaie, le renforcement des sanctions américaines. Alors, ce n'est pas vraiment un renforcement, c'est plus qu'elles sont devenues. Alors, dernièrement, elles sont en train de peut-être évoluer vers une levée, mais c'est plutôt que les sanctions américaines sont devenues très efficaces parce que les banques, notamment il y avait eu cette affaire BNP Paribas qui a reçu une très lourde amende. Voilà. Du coup, il y a de plus en plus de mal à faire transiter, à faire transférer de l'argent au Soudan. Donc c'est devenu de plus en plus efficace. La monnaie s'est effondrée et vous avez de grandes conséquences sur la population locale, sur le plan économique. Donc si, pour conclure cette partie-là, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, c'est pas bien. C'est bon, voilà. Si la séparation avec le Soudan du Sud a pu nourrir quelques espoirs au nord de la création d'un État plus arabe ou plus musulman, on a vu que finalement ça a été plus compliqué que ça, que le pays est-il devenu réellement plus homogène et quelles sont les autres conséquences sur le plan de la construction identitaire du pays. Alors si j'ai encore 5 minutes, je vais à ce moment-là peut-être, si vous le voulez bien, aborder les questions du coup sur cette construction identitaire et sur la citoyenneté, peut-être ce travail de terrain que j'ai eu à Khartoum sur la population sud-soudanaise. Donc c'est plus mon domaine, moi je travaille plus sur le foncier. Donc l'idée de départ de ce travail de terrain, c'était au moment de 2012, donc premier terrain, août 2012, donc 1 an après la séparation du Soudan du Sud.
venir voir en fait si les Soudanais du Sud étaient réellement partis et surtout s'ils avaient vendu leur maison. Me disant que les Sud-Soudanais, comme ils sont arrivés à Khartoum dans les années 90, souvent sur des déplacements forcés liés à la guerre du Nord-Sud, ils ont mis souvent longtemps, et ça a été difficile, délicat, d'obtenir une parcelle à Khartoum. Et donc, ça en dit assez long de voir si les gens ont vendu ou pas. Ça explique, est-ce qu'ils ont gardé une terre pour, en cas de retour, avorter au Sud, ou est-ce qu'au contraire, ils se sont réinstallés dans le Sud. Et avec l'idée aussi que cette population qu'on dit sud-soudanaise, finalement, elle allait apparaître devant les stratégies de vente ou pas de maison beaucoup plus complexes, beaucoup moins homogènes. Certains avaient dû décider de garder un pied dedans, un pied dehors, d'autres, etc. Donc, j'ai décidé de faire une enquête systématique sur une rue d'un quartier populaire et d'un quartier qui était mixte. Je vais le dire pour les Soudanais, qui s'appelle El Moussalles à Fitehab. Donc un quartier mixte, un quartier pas dans les plus pauvres, pas un camp de déplacés, un quartier finalement où il y a eu intégration de populations plus ou moins marginalisées, mais où on trouvait plutôt des petits fonctionnaires. Donc voilà. Donc en 2012, je fais cette enquête systématique et il y a une intense agitation immobilière dans le quartier, effectivement. Et contrairement à mon idée de départ, c'est-à-dire, je me suis dit, s'il y a 1 million de personnes qui s'en vont dans cette ville en même temps, en fait, les prix vont s'effondrer du foncier. Or non. Intense activité immobilière, mais pas d'effondrement des prix, un petit fléchissement. Et les Sud-Soudanais, les populations sud-soudanaises, sudistes, comme on dit à Khartoum, étaient bien responsables de cette intense activité immobilière, puisque sur l'ensemble de ma rue, donc peut-être 80 foyers ou 90 foyers, les 2/3 des ventes qui avaient lieu sur cette rue, beaucoup de ventes, et les 2/3 des ventes étaient liées à un retour dans le Sud. Un retour dans le Sud ou direct ou indirect, on va dire. Donc, finalement, oui, beaucoup de gens qui vendent. Des phénomènes de décomposition familiale avec les étudiants, ceux qui ont commencé à étudier à Khartoum qui restent, et le reste de la famille qui rentre, ou bien les personnes âgées qui ont besoin d'accès aux soins qui restent et les personnes en âge de travailler qui rentrent. Donc des phénomènes de décomposition générationnelle et familiale. Et puis, ça m'a permis aussi de soulever la question de toute la suspicion qu'il y avait à l'égard du régime de Khartoum, c'est-à-dire, on est sud-soudanais, il va y avoir la séparation. Il vaut mieux vendre un bien qui, pour le moment, nous appartient que la peur de la confiscation, en fait. Et du coup, prévoir, plutôt que d'avoir son bien confisqué, de le vendre avant qu'il le soit. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. En 2016, je suis retournée dans le même quartier, voir ce qui s'était passé. Et là, cette différenciation au sein des sudistes est apparue très claire, puisque finalement, dans le quartier, de nouveau beaucoup de sudistes qui, cette fois-ci, étaient revenus du sud du Soudan, du fait des conflits, et notamment pour les sudistes, on va dire, qui étaient proches de la frontière, notamment la zone de Malakal, avec des gens qui reviennent, mais qui aujourd'hui ont un statut extrêmement ambigu. Ils ne sont, aux yeux de l'État, ils ne peuvent pas avoir la double nationalité. Et la nationalité, on va dire, pour la première fois au Soudan, la création du Soudan du Sud va introduire dans les lois de nationalité, pour la première fois, le critère ethnique. Donc la nationalité sud-soudanaise est basée sur un critère d'origine ethnique. Et par réaction, on va dire, les Soudanais ont rajouté un petit décret dans leur loi de nationalité qui dit que si quelqu'un est de jure ou de facto sud-soudanais, il ne peut pas être soudanais. Donc, impossibilité d'être binational, la mise en place de 4 libertés qui existe par exemple avec l'Égypte, mais qui est aussi qui est plus ou moins appliquée, on va dire de façon arbitraire, n'est pas mise en place entre le Soudan et le Sud-Soudan, même s'il en a été question.
Les Sud-Soudanais aujourd'hui à Khartoum ne sont pas considérés comme des réfugiés. Du coup, ils n'ont pas l'aide humanitaire ne leur arrive pas puisqu'ils ne sont ni réfugiés ni déplacés. Donc, il est très difficile de leur porter assistance. Et ils sont donc dans une sorte d'impasse administrative très importante, d'autant que beaucoup travaillaient dans la fonction publique soudanaise et ont été, au moment de la séparation, ont perdu leur emploi. Donc un ressenti de cette population qui est aujourd'hui extrêmement violent et contradictoire. Et on va dire, ils sont victimes d'une deuxième exclusion qui est vécue très difficilement. Donc pour finir, pour exprimer peut-être la situation des sudistes aujourd'hui à Khartoum, je vais vous lire juste quelques mots de Agnette, une sud-soudanaise rencontrée à Moussallès, qui répond à la question que je lui posais, qui est: est-ce que tu te considères étrangère ? Donc elle est effectivement, Agnette, elle est partie, hein, elle habitait Khartoum, elle est partie et elle est aujourd'hui de retour à Khartoum. D'ailleurs, elle avait attendu, en fait, elle est partie en premier à Malakal, elle a attendu 2 ans, voir si ça se passait bien. Elle est partie en 2010, elle a attendu de voir comment était le Sud-Soudan, si ça se passait bien. Et puis, elle a finalement vendu sa maison à Khartoum pour s'installer vraiment à Malakal. Et puis, au moment où elle s'installe, les conflits commencent au Sud-Soudan et elle revient à Khartoum. Donc, elle dit oui, je suis devenue étrangère. J'étais rentrée dans mon pays, le Sud-Soudan, mais je suis retournée ici à Khartoum à cause de la guerre. Alors, je suis devenue étrangère. Je n'appartiens plus à cet endroit. Les hommes politiques ont décidé de faire sécession et de nous séparer les uns les autres. Puisque je suis rentrée ici, à Khartoum, je dois supporter tout ce qu'on me dira. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un abri pour moi et mes enfants. Je fais quoi alors ? Si on me dit que je suis étrangère, d'accord, pas de problème, je suis étrangère. Moi, j'ai besoin d'un abri pour moi et mes enfants. Et mes enfants aussi, ils doivent se taire. Ce n'est pas leur pays, comme on nous le dit. Pourtant, ils sont nés à Khartoum. Ils vivent comme les autres gens de Khartoum. Mais les politiques ont décidé qu'on est étrangers. Alors que doit-on faire ? On ferme nos oreilles et on cherche la nourriture. Il n'y a rien de plus. Voilà. Je vous remercie. Je vous ai un peu plombé, pardon. On va passer sur l'économie. Je vais passer la parole à Raphaël qui va avoir des choses beaucoup plus réjouissantes peut-être. Bonsoir. Beaucoup plus réjouissante, je ne suis pas sûre. Hein. Il faut chercher de la nourriture. Donc, je vais traiter, des aspects plus économiques, sachant que moi, je travaille en économie politique. Donc, l'idée pour moi, c'est de regarder les transformations de l'économie soudanaise pour voir un peu ce qu'elle nous dit des transformations politiques. Du coup, ça reste quand même bien dans le sujet de la situation politique. Alors, j'étais contente qu'Alice commence en traitant sur cette question de l'identité et de la citoyenneté qui n'a jamais finalement été résolue par cette indépendance du Sud et qui n'a jamais été en fait pris à bras-le-corps. On a aussi, on peut tous être très critiques de la classe politique soudanaise sur une réflexion depuis le début. C'est une question qui est ouverte dès l'indépendance, même avant l'indépendance, sur qu'est-ce que c'est que d'être soudanais. Il y avait, après ça a été vite repris avec des catégories mouvantes mais assez simplificatrices sur arabes, africains, les questions religieuses. Mais du coup, moi, je bascule sur d'autres problématiques que l'indépendance n'a pas du tout résolues non plus, qui sont les problématiques d'asymétrie régionale très très forte quand il s'agit du partage de la ressource. C'était au cœur des revendications du Sud-Soudan, et notamment quand il y a eu toutes ces discussions avant la signature du CPA, il y avait notamment les protocoles très importants étaient sur ce partage de la ressource, et notamment de la ressource pétrolière. À partir de 1999, le Soudan devient un État pétrolier, et l'essentiel des champs pétrolifères soudanais était situé au Sud-Soudan, maintenant dans l'actuel Sud-Soudan, même si après raffiné plutôt au nord et puis extrait par un pipeline qui part à Port-Soudan. Il y avait cette discussion
discussion sur voilà, comment est-ce qu'on va partager cette manne, parce que le Sud n'a jamais été développé. Il n'y a jamais eu des politiques efficaces de développement. Et d'ailleurs, c'est assez significatif quand on a ce pays qui est créé. On regarde les classements internationaux. C'est UA, pauvreté extrême, 28% pour le taux d'alphabétisation. Et puis, surtout, aucune infrastructure. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est au moment où ces discussions prennent vraiment forme. Elles avaient commencé dans les années 90, des discussions, mais dans le début des années 2000, qu'éclate sur la scène internationale, c'est plutôt dans la réalité soudanaise, la question de la guerre au Darfour, et qui met sur la scène en disant « mais nous aussi, on est une région marginalisée, historiquement dans la structure étatique soudanaise, et vous êtes en train de vous partager le gâteau, et nous aussi, je simplifie, et on veut nous aussi faire partie du projet, du partage, et aujourd'hui, cette question de la ressource, elle est vraiment centrale, elle est centrale dans les conflits qui continuent aujourd'hui au Soudan. Donc Darfour, Nil Bleu, Mont-Nouba, on regarde aussi l'Est, parce qu'en plus, bien évidemment, cette question du développement des régions et de leur plus ou moins marginalisation, après, elle retentit sur la question des infrastructures, le développement des systèmes éducatifs. Donc, ça va avoir des implications extrêmement importantes dans les différents domaines sociaux et puis dans la structure de l'État, qui est l'élite, grosso modo. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à cette question-là. Et ce départ du Sud, c'est du coup pas du tout un rééquilibrage. C'est pas une solution, en tout cas pour pour le Nord-Soudan, c'est pas une solution pour ce rééquilibrage, alors qu'on aurait pu imaginer qu'on était au début de la décennie pétrolière et qu'il y a eu quand même beaucoup d'argent comparativement à ce qui se passait auparavant au Soudan. Tout est toujours relatif, mais il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé à partir des années 2000, alors qu'on était en grave crise économique dans les années 90, mais c'est aussi vrai dans les années 70, 80. Donc on a vraiment eu beaucoup d'argent et on pourrait imaginer qu'on aurait pu avoir des politiques plus volontaristes, en tout cas de développement, mais ce n'est pas ma question ce soir. Ce qui est important pour moi, c'est de réfléchir, c'est que chez les islamistes, cette question du poids de l'économie, elle a toujours été extrêmement forte chez les islamistes soudanais, et ils étaient conscients de cette problématique, et en simplifiant, dans leur analyse des problématiques de la classe politique soudanaise, avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, il y avait c'est très gramscien, cette association entre une élite économique et une élite politique. Et du coup, il y a vraiment une volonté de conquérir l'État par l'économie. Et du coup, on voit que dès les années 70, on a eu ce travail pour rentrer dans l'économie. Alors ça s'est fait essentiellement par les réseaux financiers. À cette époque, dans les années 70, il y avait beaucoup d'émigration soudanaise dans le Golfe, beaucoup de renvois d'argent aux familles. Et les islamistes ont pris une grosse part dans ce système financier. Pas que, et puis du coup, quand ils se sont associés au régime de Nimeri, c'est vraiment sur les questions économiques qu'ils ont pris la main. Donc il y avait cette stratégie de conquête de l'économie qui était là bien avant leur arrivée au pouvoir. Et du coup, cette espèce de conscience que par l'économie, par les ressources, on pourrait faire évoluer ce modèle d'État. Mais du coup, quand ils vont arriver au pouvoir, assez logiquement, la stratégie va continuer. Conquête de l'économie, ça va être beaucoup plus simple. On a eu vraiment directement toute l'ancienne bourgeoisie qui a été évincée. Même de manière... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur aussi le secteur commercial de manière directe. Des gens ont été assassinés, et puis sinon, beaucoup de personnes sont parties en exil. Mais donc, il y a eu cette assise dans le système économique. Donc, ils prennent les rênes avec leurs hommes essentiellement.
Mais on se rend compte que les activités qu'ils développent, et là, moi, j'ai des discussions souvent avec des collègues soudanais, je ne suis pas sûre, souvent il y a les lectures, quand on parle de politique, d'intentionnalité. Tout n'est pas forcément dans un système intentionnel. Il y a beaucoup d'activités économiques qui sont développées à ce moment-là, qui finalement vont perpétuer cette asymétrie et du coup cette marginalisation, mais pas forcément toujours de manière intentionnelle. De façon intentionnelle, on a placé des hommes, mais après, le fait que vous êtes un grand commerçant et qu'il faut vous développer votre commerce, vous allez développer spontanément dans des régions où les gens ont de l'argent, parce qu'il faut pouvoir vendre vos produits. Et du coup, ça va entretenir assez facilement, là c'est un petit exemple, mais ça va entretenir cette asymétrie sans forcément que ce soit quelque chose qui soit pensé stratégiquement. Sachant qu'à l'arrivée, au début des années, en tout cas 90, économiquement, le Soudan est vraiment aux abois. Du coup, les marges, on va dire en termes de budget de l'État indirect, sont quand même assez faibles. Mais tout à l'heure, je vous disais, on aurait pu imaginer que les choses allaient être très différentes une fois que les marges et le budget de l'État se gonflent grâce à cette manne pétrolière. Et c'est vrai qu'il va y avoir un changement, mais il ne va pas forcément y avoir un changement pour ces périphéries. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir, en tout cas dans les discours politiques, à partir des années 2000, les revendications de légitimité, donc en gros, qu'est-ce qui fait que je suis légitime à la tête du Soudan, c'est parce que je deviens un État développeur. Et c'est assez symptomatique quand on regarde les affiches de campagne de 2010 de Béchir, c'est devant les grands travaux qui ont été faits à cette époque-là, de barrages, de routes. Donc, il y a eu quand même un transfert, en tout cas dans le discours et dans la revendication de légitimité du régime entre on est un État islamiste, on va développer, on va transformer l'individu et le citoyen soudanais, qui était le discours, je simplifie, des années 90. Dans les années 2000, on va avoir un autre discours et on va mettre en avant cette capacité à développer le pays qui... Et du coup, finalement, on est sur un modèle assez proche du partenaire chinois. L'autoritarisme peut être toléré parce qu'à côté de ça, on apporte des changements en termes de développement au pays. Du coup, ce discours, il est développé et d'une certaine manière, il fonctionne assez bien. C'est dans certaines régions. Donc, en fait, dans les régions qui sont développées à cette époque-là. Et c'est pas les régions des périphéries. C'est pas le Darfour, c'est pas les monts Nouba, c'est pas... quand on regarde, il y a eu 2800 km de routes qui ont été construites, bitumées dans cette période-là. C'est essentiellement vers les États du Nord, ou enfin riverains, ou dans l'entre-deux-Nil. C'est pas... cette année, je crois qu'elle a été finie. Finalement, la route qui devait mener à la capitale historique du Darfour, je sais même pas si elle a été terminée. Du coup, ce discours fonctionne quand même assez bien si on regarde ces résultats justement de 2010, parce que, en tout cas, même s'il y a plein de contestations qu'on peut avoir sur la façon dont ont été menées ces élections, dans certains bastions qui étaient des bastions des partis traditionnels, Oumma ou unionistes, le parti au pouvoir, le NCP, a gagné du terrain. Et finalement, il a gagné du terrain et du coup, il a conforté une base qui n'existait pas quand il est arrivé au pouvoir en 89. Il a gagné du terrain dans ces régions qui se sont développées ou dans la capitale. Mais on voit bien que la politique menée, par contre, par rapport aux périphéries, elle n'a rien à voir. Finalement, il y a un petit peu une dichotomie entre ce qu'on fait dans un centre économiquement utile et ce qu'on va faire dans les autres régions, où là, moi, j'ai appelé ça d'un système des régions qui sont gérées à bas coût. Parce que c'est vrai que dans les années 90, il n'y a pas beaucoup d'argent, de budget étatique, et du coup, encore moins qui arrive dans les États fédérés. Et on va avoir un système de cooptation tournante avec du clientélisme. On va avoir, tout à l'heure, Alice l'évoquait, beaucoup de divisions. Du coup, ça permet de donner des positions de pouvoir et avoir... mais finalement, après, concrètement, peu de choses, très très peu de choses sont faites en termes de développement. Une autre particularité de cette économie pétrolière des années 2000, c'est qu'elle va aussi changer la donne
par rapport aux années 90 où on était quand même très contraint économiquement. C'est-à-dire que c'est une rente directe. On passe juste par les partenaires étrangers, on obtient de l'argent et on peut directement donner cette ressource à des alliés, à des proches, l'utiliser pour du clientélisme ou du patronage. Un peu de la même manière, ça s'est opéré de la même manière, par exemple, dans les politiques de privatisation. Tout au début des années 90, on a privatisé des grandes entreprises publiques. Elles ont été données à des coûts vraiment dérisoires pour certaines, à des très proches du régime. Là aussi, on va dire que c'est vraiment de la rente directe, alors que dans la fin des années 90, quand il n'y a pas encore l'économie pétrolière et on est en crise, le régime se trouve un petit peu coincé et a besoin finalement de récupérer, de tolérer le retour dans son giron d'hommes d'affaires qui seraient considérés comme traditionnellement plutôt proches de l'ancienne bourgeoisie, mais peut-être moins marqués politiquement, où ce sont les enfants qui s'étaient formés et qui vont retrouver en tout cas une place. Voilà, il y a une certaine ouverture qui s'opère. Là, pas du tout avec l'économie pétrolière. Et au contraire, on va voir très clairement au sein du régime une branche, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que ce régime, on dit toujours le régime soudanais, mais c'est en son sein que l'essentiel du jeu politique s'opère. Et ce tournant des années 2000, c'est aussi le moment où le mouvement islamique évince la figure phare des frères musulmans depuis les années 60, Hassan al-Tourabi. Donc pour des raisons dans lesquelles je ne reviens pas maintenant. Mais du coup, il y a au sein du régime un changement et à ce moment-là arrive une rente directe. Et du coup, ça va être l'occasion pour toute la sécurité, tout l'appareil de sécurité de consolider sa place au sein du régime. Et on va avoir tout un tas de nouvelles entreprises créées qui vont être des entreprises de services autour des services pétroliers qui sont tenues par des gens de la sécurité. Donc on va vraiment avoir un enracinement économique extrêmement fort de cette sécurité soudanaise durant les années 2000. Et justement, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui avec cette sécession et cette indépendance, c'est que ça remet en cause cette question de rente directe pétrolière. Alors, il n'y a pas que la sécession. C'est vrai que les champs pétroliers étaient au sud. C'est aussi l'effondrement des cours internationaux. Donc, il faut repositionner. Mais en tout cas, on a une vraie crise économique qui frappe le pays. Et tout le monde est concerné. Mais on a aussi une vraie crise économique qui frappe le budget de l'État. Parce que, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que cette économie pétrolière, contrairement au Sud-Soudan, elle représente quand même une faible part du PIB soudanais, mais une grosse part du budget. Donc, elle frappe tout le monde, mais elle frappe particulièrement ce système qui avait été mis en place à partir des années 2000. Donc, on va avoir forcément un changement assez profond des stratégies politiques, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Parce que je vous disais tout à l'heure, il y avait eu un changement d'une légitimité revendiquée d'islamisation de la société, de la vie, du modèle étatique. On était passé à un État développeur. Bon, là, il est en panne. C'est-à-dire qu'on a un État développeur qui ne peut plus développer. On a eu de grosses manifestations dans les capitales qu'on fait à la suite de ce qui s'est passé dans le reste du monde arabe. Et justement de ces couches moyennes qui ont émergé pendant ces années de régime et qui finalement auraient été plutôt la base logique aujourd'hui du régime et qui contestent cette fin des subventions, qui contestent le fait qu'aujourd'hui, voilà, cet État développeur, il n'existe plus. Donc, quelle est la légitimité qu'il reste au pouvoir ? Donc, ça a été perçu comme une grosse menace pour le régime, beaucoup plus, je dirais presque, que ce qui se passe dans les périphéries qui sont toujours en conflit et toujours en guerre. Donc, voilà, c'est pas les conflits, parce que on demande toujours, mais les conflits, ils sont là depuis, on va dire, la naissance du pays. Donc, et ça, c'est aussi une des responsabilités, enfin, c'est pas le but ce soir, mais de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition, qu'elle soit civile ou armée, on a l'impression, en tout cas, que perçue depuis les régions centrales, il n'y a pas de proposition de projet
très attirant pour ces personnes-là du Soudan au centre qui pourraient être attirés par un autre projet. Quand ils vous parlent des Darfouriens et de l'opposition darfourienne, pour eux, c'est vraiment bien pire que d'avoir le régime aujourd'hui en place. Du coup, la mobilisation et finalement le danger pour le régime, c'est beaucoup plus donc interne à ses propres membres et puis interne à cette base qu'il avait tenté de constituer pendant ces 15 premières années ou 20 premières années d'arrivée au pouvoir. Et en fait, il y a eu des mobilisations. C'est vrai qu'il y a des mouvements qui s'opèrent et qui revendiquent typiquement une certaine ouverture démocratique. Ceux qui ont pu bénéficier du développement aspirent à des études, aspirent à pouvoir aller à l'étranger sans être stigmatisés et du coup aspirent à un meilleur avenir économique. Et bien évidemment, le régime avait anticipé la possibilité de l'indépendance du Sud et la possibilité de cette perte pétrolière. Et du coup, je finirai cette présentation en réfléchissant avec vous sur les plans économiques qui ont été lancés pour essayer de pallier, donc pas du tout la question de la marginalisation, mais pallier cette question de la ressource et de la rente, au moins pour les régions, on va dire, du centre, et notamment le Soudan a relancé les politiques agricoles, donc Alice l'avait évoqué tout à l'heure, et aussi une politique minière très forte. Et c'est sur ça que je travaille en ce moment. Dans tout le Sahel, vous avez aujourd'hui un boom minier, donc qui est dû parce que les cours de l'or ont explosé dans les années 2000. Et puis parce qu'aussi, il y a tout un tas de technologies, les détecteurs, tout bêtement, qui sont devenus de meilleure qualité et abordable pour un citoyen lambda. Et du coup, vous regardez toute la bande sahélienne, vous avez des millions de personnes, c'est pas des milliers, mais dans certains cas, des millions de personnes qui sont parties dans les franges sahariennes à la recherche d'or. Et c'est... donc bien sûr, il y a eu aussi la stratégie de divertissement du régime de dire allez chercher de l'or... Bon, comme ça, vous n'irez pas dans la rue manifester. Mais en tout cas, le régime soudanais a choisi de miser sur ce développement minier, avec un petit peu la vision qu'on retrouve encouragée par plusieurs instances internationales il faudrait industrialiser le pays. Donc au départ, on a eu une interdiction malgré tout de l'orpaillage, même si on envoyait les gens pour aller chercher de l'or, en même temps c'était interdit. Et puis assez rapidement, aujourd'hui, le Soudan se positionne entre deuxième et troisième producteur d'or en Afrique. Aujourd'hui, l'essentiel de cet or, c'est 90% qui vient du secteur artisanal. Donc il y a eu vraiment un revirement de politique publique et économique à ce niveau-là, en disant on va tolérer cet orpaillage, mais on va l'organiser et on va essayer d'en bénéficier. Et quand on regarde à nouveau, qu'est-ce que ça change ? Donc, le fait d'avoir ce développement de ces politiques minières, c'est que si on compare une activité extractive comme le pétrolière, on est sur un système de rente directe avec pas besoin, on va dire, de passer ni par les territoires, ni de passer localement par les autres acteurs locaux étatiques. Alors que là, on est sur de l'orpaillage artisanal, donc on n'est pas dans une économie d'enclave. Il va falloir... ces activités, de par leur organisation, finalement, elles obligent l'État central à se repositionner face à ces territoires, même si pourtant toutes les procédures sont centralisées à Khartoum. Mais très concrètement, les choses se passent dans les régions en fait périphériques. Donc on trouve de l'or... au Darfour, au Kordofan et beaucoup en fait dans les régions du nord, de l'est et du coup il y a une stratégie territoriale qui est obligée de se mettre en place. On doit négocier avec les États fédérés sur place, les villages, au-delà de négocier avec les acteurs économiques eux-mêmes. Et du coup, là encore, il va y avoir une certaine transformation au sein même du régime, parce que finalement, je voudrais donner un exemple en fait. Le fait que ces gisements aurifères se situent en périphérie
et se situe en tout cas en périphérie, pas au sens là de Darfour, de zones marginalisées, mais en tout cas à l'extérieur de Khartoum, on va avoir des gens au sein du régime qui vont bénéficier de liens qu'ils peuvent avoir avec ces régions-là. Et du coup, on va donner la possibilité d'un certain rééquilibrage de certaines relations de clientèle avec des revendications au sein du régime pour un développement local de certaines zones. Et typiquement, la zone aujourd'hui la plus développée d'un point de vue minier sur cette question orpaillage, c'est Abu Hamed dans le nord. Alors, le système, c'est qu'on a créé une zone où va être écrasé par des moulins tous les cailloux et le sable rapportés par les orpailleurs et ensuite traités dans des piscines de mercure ou dans des petites usines un tout petit peu plus élaborées, mais c'est quand même très, très sommaire. Tout ça est réuni, il y a à peu près 15 000 points d'activité, derrière entourés de barrières, et vous êtes taxé à l'entrée sur le site. Donc c'est la façon par laquelle l'État entend bénéficier de cette rente. Sauf qu'il y a dû avoir au départ une négociation, c'est-à-dire qui va taxer, comment est-ce qu'on va partager avec la localité, avec l'État fédéré et avec l'État fédéral, cette rente qu'on obtient. Et en fait, il y a énormément de discussions qui s'opèrent. Il y a eu d'abord des premières tentatives où l'État central avait choisi de tout gérer, avait envoyé une compagnie pour opérer la taxation, qui était une compagnie qui dépendait de la sécurité nationale, justement. Finalement, par le biais des regroupements associatifs, cette compagnie a été éjectée au bout d'un an au profit de fonctionnaires de la localité. Donc il y a un jeu qui se met en place et qui peut en tout cas modifier les rapports de pouvoir aujourd'hui au sein du régime qui, à mon avis, sont le plus porteurs de changements peut-être dans la situation future soudanaise. Merci, bien, merci beaucoup. C'était un tour d'horizon très intéressant, à la fois politique, économique et historique. Je propose qu'on ouvre le débat. On a jusqu'à 20h, donc 20 minutes, 25 minutes. Donc à vous la parole. Moi j'aurais 1000 questions à leur poser, mais je ne vais pas profiter de... voilà. Monsieur, je vous en prie. Moi je vais faire des remarques parce que le temps est très limité. Allez-y. Voilà. Ne faites pas une intervention. Non, je ne fais pas d'intervention. Je vais faire des remarques rapides et vous m'arrêtez quand je dépasse. Il n'y a pas de problème. D'abord, je vais commencer par dire que pour la question de la séparation du Sud, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier toujours, c'est que cette idée a commencé dans le centre des études stratégiques de Washington. Un fameux papier qui a été préparé par le centre, qui a été proposé à l'administration Bush à cette époque-là, qui parlait d'un pays, du système. Parce que le Nord insistait sur un régime islamique qui dépend de Sharia, le Sud ne voulait pas entendu parler de ça, mais le résultat final aujourd'hui, on a 12 États, mais un système. C'est un système dictatorial, guerre civile, pauvreté, famine. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre dans la tête. Deuxième chose, je pense que la communauté internationale a beaucoup de responsabilités dans tout ce qui s'est passé au Soudan à partir de 2005. Parce que même ici, on parlait d'une période de paix. Mais la réalité, il n'y a pas de paix au Soudan. Il y avait la guerre au Darfour qui a commencé en 2003. On a signé la paix avec le Sud. On a appelé ça Comprehensive Peace Agreement, c'est-à-dire l'accord global de paix. Mais la réalité, c'était qu'il y avait d'autres parties du Soudan qui avaient décidé de prendre les armes parce qu'ils ont vu que c'est le seul moyen d'avoir des droits, c'est de prendre les armes. Et pourquoi? Parce que Bachir et les Américains ont dit on discute qu'avec les gens qui portent les armes. Il y avait une opposition politique qui était basée au Caire, qui voulait entrer dans les négociations. On a fermé la porte devant cette opposition politique à participer aux négociations de paix de Nefasha au Kenya. On a dit qu'on discute qu'avec les gens qui ont des armes, c'est-à-dire le SPLA. Et c'est à partir de là, les gens de Darfour ont dit
mais pourquoi pas nous? Et on a vu apparaître les mouvements darfouriques, le SLA, le GEM et tous ces mouvements darfouriques qui font la guerre jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un élément très important, et c'est de la responsabilité de la communauté internationale. Troisième élément de la responsabilité de la communauté internationale, après, si j'ai le temps, je parlais de responsabilité des Soudanais, parce qu'ils sont les premiers responsables de la situation. Mais la troisième chose, c'est la communauté internationale avait reconnu le résultat des élections truquées de 2010, et le prix, c'était qu'au Bachir accepte la sécession de Sud-Soudan. Et c'était John Kerry et Jimmy Carter, John Kerry qui était le président de la commission des affaires étrangères de Congrès, et Jimmy Carter qui était le responsable de Centre Carter, qui avait fait cet accord-là avec Béchir. Ils ont reconnu une élection truquée où le parti au pouvoir a gagné à 99% contre tous les autres partis. Le Sud-Soudan avait retiré ses candidats dans cette élection, et c'est pour ça les résultats de référendum, c'était 98% après. Il n'y avait que 70 000 Sud-Soudanais qui ont voté au nord. Et statistiquement, et selon les statistiques de la dernière recensement qui a été fait par des Français, Eric Denis faisait partie de ce groupe qui a fait le recensement en 2008 pour préparer les élections et le référendum, il y avait 4 millions de Sud-Soudanais au nord. 60 000 ont seulement voté dans cet référendum au nord. Et ces gens-là, s'ils avaient voté, ils auraient changé aussi la donne. Je ne sais pas dans quelle direction, mais ça ne serait pas la même situation qu'aujourd'hui. Béchir a été très clair. Dès le lendemain de référendum de Sud-Soudan, il avait fait le discours de Gadaref, qui était un discours très, très clair, que le Soudan aujourd'hui est un État islamique, il n'y a pas d'amalgame, on accepte que de musulmans maintenant au Soudan et qu'on va appliquer le charia. Et ce discours-là a été accepté par tout le monde. Personne n'a dit rien à cette époque-là, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Non seulement ça, quand le Sud est parti, quand le Sud est séparé, toutes les questions qui concernent la séparation entre deux États n'ont pas été réglées. Ni la question de partage de pétrole, ni la question de tracer des frontières. Jusqu'à aujourd'hui, les frontières ne sont pas tracées entre les deux États. Il y a un conflit sur 12 000 kilomètres de frontières entre les deux États. La dette extérieure, qui va payer la dette extérieure? Qui va avoir les avoirs soudanais à l'étranger, les ambassades? Tout ça n'a pas été réglé jusqu'à aujourd'hui. C'est un conflit, c'est deux États qui existent, mais qui n'ont pas de limite entre les deux États. Et la communauté internationale, encore, a accepté, c'est ça, et a nommé un médiateur, c'était Thabo Mbeki, qui était nommé au début, l'ancien président sud-africain, qui a fait une médiation depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 2017. Il n'a pas arrivé à trouver un accord sur ces questions-là. Et à la fin, quand il a perdu espoir à trouver un accord entre le Nord et le Sud, il se tournait vers le Nord. Il essaye maintenant de régler le problème entre les rebelles du Nord et le gouvernement de Khartoum. Et il n'a pas eu aussi la réussite attendue parce que le conflit continue depuis 2012. Je vais aller très vite sur l'économie, très très vite. D'abord, l'économie minière aujourd'hui, c'est l'économie minière qui finance la guerre aujourd'hui au Soudan. Parce que les grandes mines sont contrôlées aussi par les milices. Par exemple, Jabal Amir est contrôlé par Hamiti et par Moussa Halal. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur soudanais a donné sa démission il y a 3 semaines. Il a dit que la police soudanaise ne peut pas entrer dans cette zone-là. C'est un territoire soudanais où la police et l'armée n'arrivaient pas à rentrer. Et ces zones-là, l'année dernière, il a vendu dans les marchés de l'or à Dubaï pour 40 millions de dollars d'or. 40 millions de dollars qui est utilisé pour financer aujourd'hui la guerre au Darfour. Les Janjaouites se financent directement parce que l'État n'a plus les moyens pour les financer. Ils se financent directement par l'industrie minière et à travers les mines d'or. Il y a un autre aspect dans l'économie très important. 70% du budget de l'État est consacré à la défense, l'armée et la sécurité. Et l'industrie le plus florissant au Soudan, c'est l'industrie d'armement. Et le Soudan, maintenant, est le 3e exportateur d'armes en Afrique. 3e exportateur d'armes en Afrique, après l'Afrique du Sud et l'Égypte. La moitié des ressources soudanaises qui viennent de l'étranger viennent de vendre des armes en Centrafrique, au Mali. Par exemple, le Mali achète
beaucoup. L'armée malienne achète beaucoup de matériel soudanais avec de financement. Je sais pas, je ne veux pas dire d'où ça vient, mais c'est voilà. Je pense que l'idée dernière remarque. C'est intéressant. Voilà. La politique économique de régime a concentré les investissements dans une zone. C'était une politique volontaire et intentionnée. Parce que le ministre de Finances, Abdelrahim Hamdi, à partir de 1995, avait dit clairement qu'il y a un triangle utile au Soudan. Il a désigné ce triangle entre Dongola, Sinnar et Al-Obaïd. Et ce triangle-là, c'est là où on a fait les routes, on a fait les usines, on a fait tous les grands projets et on a abandonné le reste du Soudan. Et c'est pour ça aujourd'hui, il y a des rébellions partout dans les régions, ce qu'on appelle les régions périphériques, parce que tout est concentré dans ce triangle-là. Et c'est une politique volontaire, c'est une politique intentionnelle qui a été faite par le régime. Merci. Vous voulez réagir à ces remarques? Qui commence? Alice? Peut-être qu'on enchaîne sur l'économie, n'importe. Oui, c'est l'économie, alors allez-y, Raphaël. Si vous voulez. Du coup, merci. J'avais juste une réflexion, parce que c'est cette question du poids, justement, de la mine de Djebel Amir pour le financement des milices, c'est sûr qu'elle est... Enfin, c'est réel. Le fait qu'au Darfour, au nord Darfour, vous avez une mine, enfin, on appelle ça une mine, mais en fait, il faut imaginer un énorme territoire de plusieurs kilomètres carrés qui va être entouré ou gardé par des gardes, et au sein, vous avez des milliers de trous. Parce qu'au Darfour, c'est surtout un sol dur. Du coup, ça va être des puits. Et du coup, voilà, les gens sont dans ces puits et vont être taxés en fonction des sacs qu'ils ressortent. Et puis, ça va être traité sur place et puis extrait. Mais je pensais au rapport là, qui a été très discuté. Il y a eu un rapport du panel qui surveille au niveau du Conseil de sécurité, c'est ça. Les sanctions sont bel et bien appliquées sur le Soudan, et qui a justement mis en exergue cette question de l'or qui financerait le conflit au Darfour. Et puis à côté de ça, vous aviez des ONG américaines qui se sont beaucoup engagées justement pour essayer de mettre en avant cette question, parce que vous savez, il y a plusieurs mesures éthiques, et notamment certaines sur les industries extractives sont si votre or est classé or provenant de zone de conflit, vous ne pouvez plus le vendre sur un certain nombre de marchés internationaux. Donc il y a eu tout un lobbying de ces ONG américaines pour que l'or soudanais, il y a une raffinerie qui a été créée en 2012, donc une fois que l'or arrive et qui est raffiné, vous ne savez plus d'où il vient, mais donc ça serait pour classer tout l'or soudanais, puisqu'on ne peut pas savoir finalement quel est celui qui vient du Darfour et quel est celui qui vient des autres régions, comme or provenant potentiellement de zones de conflit, pour essayer justement de diminuer cette rente. Qui, c'est sûr, bénéficie aujourd'hui au régime dans son budget. Et comme le budget est essentiellement un budget militaire, voilà, le lien, la corrélation, elle est assez simple. En même temps, il y a une vraie question que j'ouvre souvent. J'ai pas un avis très arrêté sur la question. C'est que ça permet aussi à d'autres personnes, enfin, la part en fait de l'or darfourien, elle est faible aujourd'hui. Dans la part de l'or, le rapport du panel dit que c'est une grosse part, que ça serait la moitié de l'or soudanais. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins qui vient de la zone du Darfour, tout simplement parce qu'il y a l'orpaillage qui produit, quand on met dans l'orpaillage 90% de l'or produit aujourd'hui au Soudan, on a l'orpaillage et donc tous ces systèmes de puits, et on a une grosse partie qui est créée par les compagnies qui traitent les déchets des orpailleurs. Et ces compagnies-là, vous avez besoin d'une petite industrie, mais pas très lourde. Enfin, c'est 1 ou 2 millions de dollars, c'est pas rien, mais c'est pas non plus quelque chose de très important si on compare aux grandes mines industrielles. Et du coup, vous récupèrent les déchets des orpailleurs et les retraites. Et là, il y a une grosse production. Et ces compagnies-là, elles sont à peu près 16 aujourd'hui. La plupart sont pas... Enfin, il y en a très peu qui sont implantées au Darfour. Or, c'est aussi ces compagnies-là qui produisent une grosse partie de l'or. Après, on pourrait discuter, parce que ces compagnies, en l'occurrence, sont toutes, enfin, il faut des licences particulières, sont toutes attribuées à des gens qui sont proches du régime. Mais du coup, c'est de dire que l'essentiel de l'or soudanais vient du Darfour, et du coup, il faut exclure tout l'or venant du Soudan. Enfin, c'est une vraie question, parce que ça veut dire aussi... Voilà,
Non, mais c'était pas pour contrer, c'était pour compléter, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait de cet or soudanais. Est-ce que, oui ou non, on essaye de lutter contre sa commercialisation au niveau international. Du coup, voilà, c'était à ça que j'avais pensé pour réagir. Oui, sur la communauté internationale, effectivement, que j'ai peu abordé ce soir parce que ça m'intéressait plus de voir comment les Soudanais font avec leur identité. Mais le poids est évidemment très important et je pense pas uniquement des États-Unis. Enfin, c'était très curieux. Moi, j'étais au Soudan entre 2002, donc 2002, c'est le début, c'est Machakos, c'est le début des pourparlers de paix entre 2002 et 2005. Et très clairement, au sein du petit monde international à Khartoum, qui était là beaucoup pour le Darfour, à ce moment-là, il y a eu un virage. C'est-à-dire qu'en 2002 en 2004, il y a eu un espèce de virage vers on a tout préparé pour une séparation. Et ce qui, au départ, n'était pas du tout le cas. Donc, c'est vrai, il y a eu un poids de la communauté internationale. Par contre, quand peut-être pour compléter, c'est-à-dire que l'explication de Béchir, il aurait monnayé sur son élection truquée la séparation du Sud. C'est-à-dire, la vraie question, c'est pourquoi le régime du Nord a lâché le Sud. C'est un échec politique massif, quoi. Faire la guerre, enfin, c'est toutes ces années de guerre pour au final se séparer. Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi à un moment donné, le régime islamique a lâché le Sud? C'est une vraie question. Et je pense qu'elle ne s'arrête pas à un monnayage sur des élections truquées. Je pense que c'est des questions très complexes. Non, mais où c'est presque un malentendu. Moi, je ne sais pas pourquoi le régime du Nord a lâché le Sud. À un moment donné, pourquoi? Je ne sais pas. C'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Mais je pense que c'est compliqué. Oui, ça c'est sûr, mais pas que. Peut-être pas que. Peut-être pas que. Enfin, je pense que c'est quelque chose de très complexe. Il nous reste 10 minutes. Qu'est-ce que vous voulez prendre la parole? Je veux bien, oui, réagir. Je vais rapidement. Je pense qu'on ne peut pas parler du Soudan sans le situer dans sa zone géopolitique, qui n'est pas importante. D'autant plus que je pense que la plupart des gens qui sont ici ont été un peu, je pense, sensibilisés à la question soudanaise, qui est invisible. En tout cas, il y a un reflux depuis la question de Darfour, notamment en France et en Europe, surtout depuis l'arrivée des réfugiés. Je pense qu'on ne peut pas... D'ailleurs, c'est intéressant je dirais que c'est d'organiser cet échange aujourd'hui parce que la question soudanaise, la question de la Corne de l'Afrique a connu un pic depuis 2013, c'est-à-dire depuis l'affaire du naufrage de Lampedusa. On a vu un intérêt soudain important, même si le Darfour, on le voit dans la presse, dans la prise de position d'un certain nombre d'organisations. Parce que, comme nous le savons en France, il y a un tropisme concernant l'Afrique, essentiellement, je dirais, francophone, pour des raisons... donc c'est pour ça que je dis, c'est bien, Jean-Paul, d'avoir organisé ce soir-là, pour un peu, puisque vous avez commencé à parler un peu de déconstruire les stéréotypes. Il y a des stéréotypes sur le continent africain et sur la continent de l'Afrique, et particulièrement sur le Soudan. Donc c'est intéressant. Je pense que et notamment rappeler quand même que il y a, en tout cas concernant le Soudan, il y a ce qu'on appelle le processus de Khartoum, qui est important. Et que ce processus de Khartoum est en train de déterminer aussi la vision qu'on a concernant le Soudan. C'est-à-dire comment aujourd'hui la concomitance de la sécession du Sud-Soudan avec le début de l'arrivée des réfugiés d'une manière importante en France et en Europe n'est pas un hasard. Rappelons que plus ou moins le Soudan a échappé, entre guillemets, au printemps arabe, globalement, même s'il l'a eu un an plus tard, sachant qu'il a eu le même printemps des années plus tôt, en 1965, puisqu'il y a une révolution civile importante, et que par conséquent, l'échec de cette politique économique dont vous avez parlé, parce que vous avez parlé de c'est aussi une politique néolibérale sauvage.
sauvage, véritablement. C'est-à-dire que nous avons là l'application de tout ce que ailleurs on a abhorré au niveau du FMI, de la Banque mondiale et ainsi de suite. Là, ça s'applique depuis au moins 2005, sinon depuis 2010, en tout cas depuis la sécession, d'une manière sauvage. Nous savons, on cite souvent l'Éthiopie, on cite ailleurs concernant l'accaparement des terres, nous savons que le Soudan est l'un des pays importants victimes de l'accaparement des terres, ce qui amène en même temps donc une expulsion importante de la part des paysans de leurs terres. Donc, quand on dit accaparement de terres, ça veut dire également derrière des multinationales, mais derrière, il y a essentiellement les pays du Golfe, parce que le Soudan abrite quand même, il faut le rappeler, la plus grande concentration de terres arables, capable non seulement depuis longtemps, depuis les années 50, on le dit, capable non seulement d'alimenter le Soudan, mais d'alimenter, depuis longtemps des idées ont été faites, d'alimenter l'ensemble des 300 millions, 400 millions du monde arabe. Et que par conséquent, tout cela montre que aujourd'hui, le Soudan, globalement, enfin, je rappelle juste pour mémoire que le Soudan est le seul pays dans l'Afrique qui a expérimenté ce qu'on appelle l'exception de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire que depuis 1964, quand même, il faut le rappeler, le continent africain, sous l'impulsion de l'époque du président Nyerere de Tanzanie, avait décidé qu'il y aurait une intangibilité des frontières, quelles que soient les raisons, mais quelles que soient, qui touchent les populations des deux côtés. Et tout d'un coup, ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, existe-t-elle? Ça, c'est une autre question. La communauté internationale décide de faire une exception, et donc finalement une exception dangereuse pour tout le continent. C'est-à-dire qui un précédent qui aujourd'hui donne des idées un peu partout à un certain nombre d'États. Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Bref, dans ce pays-là, ce qui est intéressant, en tout cas pour la région, notamment au niveau géopolitique, c'est qu'on voit une concentration d'une masse de problèmes qu'on rencontre dans l'ensemble du continent africain. La question d'identité, la question du multilinguisme, la question je dirais, de la multiplicité confessionnelle, la question de l'étendue, la question du changement climatique qui est en train d'atteindre également la région, la question des bases militaires, même s'il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est pas loin, parce que le Soudan est quand même géopolitiquement sur la mer Rouge. Le Soudan intervient dans la guerre du Yémen, hein, c'est important. Et par conséquent, le Soudan présente un miroir grossissant d'un certain nombre de problèmes africains, dont l'or. Et par conséquent, l'absence aujourd'hui, je dirais l'absence d'une vision, notamment en France et en Europe, concernant la manière dont on pourrait aider, accompagner un processus de paix dans cette région est assez flagrant, assez flagrante. Je terminerai en disant que cette irresponsabilité de la part à la fois de la France et de l'Union européenne se voit sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nonobstant ce qui se passe, la France et surtout l'Union européenne a décidé de soutenir le processus de Khartoum, c'est-à-dire l'externalisation des frontières, en le soutenant avec presque, là on a déjà donné 300 millions de dollars, mais on va donner plus. Ça veut dire que derrière, pour arrêter ce qu'on a dit, l'arrivée des réfugiés, on confirme un régime dictatorial sur la région qui fait une politique économique néolibérale sauvage et qui continue à fomenter des conflits. Ouais. Ouais, moi je veux bien. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Je voudrais juste peut-être insister sur un point qu'effectivement on n'a pas abordé. Et peut-être le processus de Khartoum, c'est pas forcément quelque chose auquel vous êtes familier. Donc effectivement, en France, d'abord il y a une première chose. Les Soudanais arrivent en masse en France depuis quelques années, très récemment. Je pense pas que c'est un lien avec la sécession, plutôt avec l'échec politique et économique du pays. Mais en tout cas, la France n'était pas au départ une destination d'asile privilégiée par les Soudanais, du fait de la langue, du fait qu'on connaît mal, etc. Et aujourd'hui, en 2015, c'est la première
première nationalité demandeuse d'asile en France. Et en fait, on est le seul pays où ça se produit en Europe. Donc, il y a un gros changement. Les Soudanais demandent l'asile en France en masse, devant les Syriens, devant toutes les autres nationalités. Donc, et c'est un grand changement qu'on n'avait pas abordé, mais qui est effectivement assez important. Et ça fait écho à ce que monsieur disait sur la question des migrations, hein, la question des migrations qui concerne le Soudan, mais pas uniquement, qui concerne l'Éthiopie, l'Érythrée, beaucoup aussi, hein, et du fait de la fermeture de la Turquie, enfin de la frontière turque et de l'accord que l'Europe a déjà passé avec la Turquie, qui est, à mon avis, on peut faire un débat là-dessus, une controverse pour le coup, et du fait du verrou libyen qui a sauté. Aujourd'hui, plus personne, le verrou libyen qui a sauté. Et alors là où je vous rejoins sur la responsabilité de la communauté internationale, c'est que jusque-là, jusqu'à ce qu'il y ait des migrants soudanais et éthiopiens qui arrivent en masse en Europe, hein, Béchir était au banc, enfin banni à cause du Darfour. Il fallait absolument pas parler. Voilà, il est inculpé par la CPI, c'est atroce, génocide, etc. On ne parle pas avec lui. Mais depuis ce petit problème de crise migratoire, un petit virage semble avoir été pris du côté de la communauté internationale pour parler avec finalement quelqu'un de très bien, même s'il est inculpé auprès de la communauté internationale, et mettre en place le processus de Khartoum, qui est en fait effectivement le début. Alors ça s'appelle pas externalisation des frontières de l'Europe, ça s'appelle renforcement des capacités aux frontières. Voilà, on va aider le Soudan à renforcer ses capacités aux frontières. Officiellement, c'est oui. La résolution européenne à laquelle je participe. La Valette, voilà, c'est et voilà. Alors après, c'est plutôt des programmes de renforcement des capacités frontières sur place, sur le terrain. Et effectivement, là-dessus, il y a un gros scandale, à mon avis. Voilà. Je partage, ce sera même pas en 3 minutes, je partage ces remarques et le complément apporté par Alice. Et ça me fait d'ailleurs penser à cette question qui est réelle sur l'or darfourien, ces 40 millions qui aident les milices Janjaweed à mener, ou même pas Janjaweed d'ailleurs, mais bon, à mener leur sale boulot au Darfour. Et ce paradoxe avec ces 300 millions, qui, en l'occurrence, il faut bien voir que dans les miliciens, certains ont été cooptés dans les services de sécurité, justement spécialisés pour les frontières du Darfour et justement avec la Libye. Et en l'occurrence, c'est ces mêmes personnes qui, là, directement, vont recevoir, ou indirectement, de l'argent, et pas du tout dans les mêmes proportions, pour sécuriser les frontières. Et du coup, c'est vrai que, bon, on le sait bien, il y a cette question de la politique, mais voilà, c'est 2 poids 2 mesures et une attention qui du coup change complètement les discours vis-à-vis de personnes qui sont les mêmes, et qui mènent les mêmes politiques. Du coup, vraiment, c'est très très problématique et on a la même chose avec la question des migrants et puis avec l'antiterrorisme. Aujourd'hui, au Sahel, la question principale, c'est un Sahel sécuritaire et du coup, d'un seul coup, on a besoin des informations qui sont données par les services de sécurité soudanais. Et du coup, là encore, alors c'est plus antérieur à même la crise actuelle, mais ça se renforce aujourd'hui, on est capable de se dire, bon, finalement, on va discuter. Bien, mais je crois qu'on est au début du débat. Hein. On a posé les grandes questions, donc on en fera un autre sûrement. En tout cas, merci à tous et merci à vous deux, c'était vraiment très intéressant.